Merci beaucoup. Alors, effectivement, ça c'est moi, c'est le gars avec la chemise hawaïenne. Je vois que j'ai fait quelques émules aujourd'hui, c'est pas mal. Mais vous y viendrez, je vous assure. Donc, on va parler d'intelligence artificielle là, ce matin. Et en fait, j'ai une mauvaise nouvelle parce que je vais vous raconter que l'intelligence artificielle n'existe pas. Alors, c'est dommage. Moi, j'en fais depuis 30 ans, c'est un peu embêtant. Mais bon, celle qui n'existe pas, c'est celle dont on nous rebat les oreilles depuis une petite dizaine d'années, mais surtout depuis 6 mois, avec ChatGPT. Cette intelligence artificielle qu'on présente dans les médias comme quelque chose de magique, ou qui fait peur, ou qui fait rêver, hein, ça dépend. Moi, j'appelle ça l'intelligence artificielle de Hollywood. Donc, celle effectivement qui est dans les films comme Terminator, donc là, ça fait plutôt peur, ou celle des films comme Her. Il y en a à qui ça fait envie, pas moi. C'est celle-là qui n'existe pas, cette intelligence artificielle-là qu'on nous présente. D'ailleurs, ce n'est pas une intelligence artificielle, il ne faudrait pas parler d'une intelligence artificielle, et je pense que je vais vous expliquer ça ce matin. Il faut parler d'intelligence artificielle au pluriel, hein, parce qu'il y en a, elles sont multiples et variées, il y en a plein. Si j'ai vraiment à donner une définition d'une intelligence artificielle, je veux dire qu'une intelligence artificielle, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle vous avez plein d'outils divers et variés. Et ce sont ça, les intelligences artificielles. Ce sont ces outils, le marteau, la scie, le tournevis, etc. Et donc chacune de ces intelligences artificielles est très, très spécialisée. Elle est très forte dans le domaine particulier pour lequel elle a été fabriquée. Par définition même de l'outil, elle est utile. C'est-à-dire que ça marche très bien, ça marche mieux que nous. Un marteau, ça marche mieux que nous pour planter un clou. Donc ces intelligences artificielles, elles sont effectivement puissantes, et on va y revenir, utiles et ou dangereuses. On y reviendra. Donc, mais je vais commencer par... j'étais un peu vite là. Je vais commencer par 1956. C'est quand on a... inventé, on va dire, le mot, l'expression intelligence artificielle. Donc ça ne date pas d'hier, hein, ça ne date pas d'il y a 10 ans, ça ne date pas d'il y a 6 mois. 1956, c'est quand une tripotée de scientifiques américains se sont réunis à l'université de Dartmouth pour donner un nom au domaine sur lequel ils étaient en train de travailler. Et ils avaient défini mathématiquement un neurone. C'est-à-dire qu'ils avaient défini une fonction, ils avaient dit ça a la capacité d'un neurone. Et donc on est capable de faire, en mathématiques, de modéliser un neurone. Si on a un neurone, on peut modéliser un réseau de neurones. Si on a un réseau de neurones, on peut modéliser le cerveau. Si on a le cerveau, on peut modéliser l'intelligence. Alors évidemment, le raisonnement que je viens de faire ici est complètement stupide, et ça n'a pas marché. Mais bon, je vais y revenir. Mais c'est là que ça a démarré, mais si on réfléchit bien, enfin, on fait ça depuis la nuit des temps. On fait ça, on essaye de trouver des outils, de faire des machines ou de faire des systèmes qui vont faire des choses qui ressemblent à ce qu'on fait nous. On essaye d'automatiser depuis la nuit des temps. On peut certainement aller aux Grecs, aux Égyptiens, même peut-être avant. Moi, je vais, comme je suis franchouillard de base, je vais faire démarrer l'intelligence artificielle, ou alors ce qu'on peut appeler comme ça, en 1642. Qu'est-ce qui s'est passé en 1642 ? En 1642, le mathématicien et philosophe français Pascal a inventé la pascaline. Et la pascaline, c'est quoi ? C'est la première machine à calculer. Donc c'est une machine à calculer qui faisait des additions et des soustractions. Vous allez me dire, c'est pas très intelligent de faire des additions et des soustractions. Mais si je vous demande combien fait 649 plus 1884, d'accord. Alors il y a deux solutions, où vous êtes complètement idiot, c'est possible, vous pouvez dire comme ça, ou alors c'est pas intelligent de faire ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la machine, la pascaline, aurait eu ce résultat en moins de 4 secondes, hein, parce qu'il suffit de tourner les molettes. Et en plus de ça, la machine, elle aurait eu juste. Hein, elle aurait eu, parce que là, personne ne me donne une réponse, mais si vous m'aviez donné une réponse, il y avait à peu près 60% de chances qu'elle soit fausse. Mais bon, ça, c'est...
Bon, ceci dit, c'est pour ça que ça fait très 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 longtemps qu'on essaie de créer des machines qui ont l'air intelligentes, qui font des trucs qui ont l'air intellectuels. Okay. Mais je reviens à mes amis là, de 1956, et je vous disais tout à l'heure que le raisonnement est stupide. Et c'est embêtant, parce qu'en plus de ça, non seulement ils ont donné le mauvais nom à cette intelligence artificielle, enfin à ce domaine, mais en plus de ça, ils se sont attaqués au problème qui est certainement le problème le plus compliqué auquel on puisse s'attaquer, puisqu'ils ont essayé de résoudre le langage naturel. Alors, le langage naturel, c'est quoi? C'est ce qu'on fait en ce moment. Là. Il y a un gars qui parle, il y a des mots, et puis vous rattrapez les mots, et puis vous essayez de comprendre le sens. Ah bon, les mots, c'est relativement facile, le sens, c'est compliqué. Et donc, évidemment, en 1956, avec les méthodes qu'on utilisait à l'époque, qui étaient donc ces méthodes statistiques, ils ont complètement échoué, ça n'a pas marché. Et on est rentré dans ce qui s'appelle le premier hiver de l'IA. C'est quoi l'hiver de l'IA? C'est un moment où on arrête de faire de l'IA parce qu'on ne donne plus de sous, parce qu'on nous a menti. On nous a menti, on nous a promis plein de choses, on ne l'a pas fait, etc. etc. Et il y en a eu plein d'hivers de l'IA après, et en fait, il y en a un autre qui nous pend au nez, là. Si on continue à faire notre Laurent Alexandre et à raconter n'importe quoi, on peut très bien arrêter l'IA. C'est-à-dire qu'on a peur. Alors, c'est ce qui se passe en ce moment là, avec ChatGPT, on a peur. Vous avez peur. D'accord. On nous dit n'importe quoi, Laurent Alexandre. Ou alors, on nous fait rêver et ça n'arrive pas. D'accord. Donc là, on est dans une période où il est très possible que, à cause d'une de ces 3 ou 4 ou 5 raisons, on arrête de travailler sur l'intelligence artificielle. Et ce serait dommage, parce que dans les intelligences artificielles dont je parlais tout à l'heure, il y en a plein qui sont excessivement utiles, qui sont très très utiles, et il faut surtout continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Mais il faut comprendre, donc il faut s'éduquer, donc il faut venir ici. Alors, donc dans les années 60, il n'y a plus d'intelligence artificielle. Enfin, début des années 60. Du moins, il n'y a plus d'intelligence artificielle que je vais appeler statistique. Donc celle qui essaye de modéliser les neurones. Mais il y a un autre type qui apparaît, c'est ce que je vais appeler les intelligences artificielles logiques. On vous en a entendu parler, hein, c'est ce qu'on appelle les systèmes experts. Systèmes experts, c'est très à la mode dans les années 60, 70, 80, 90, et ça arrive à son apothéose en 1997, quand le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, est battu par la machine Deep Blue, une machine d'IBM, qui bat Kasparov aux échecs, effectivement. Et ça, c'est super impressionnant, hein, parce que quand on joue aux échecs, on est intelligent. Non. Alors, en fait, non. Les échecs, c'est rigolo, hein, c'est un jeu, il y a des règles. Ça tombe bien, parce que là, quand on parle des systèmes experts, c'est des bases de règles. Et donc, on rentre les règles du jeu dans la base. Donc ça, c'est relativement simple. Et en plus de ça, il se trouve qu'aux échecs, on sait exactement combien il y a de coups, hein, 10 puissance 49 coups. On est capable de rentrer pas mal de coups dans la machine. En 97, il y a pas mal de mémoire. Et on est capable donc de calculer relativement facilement, parce qu'on a assez de puissance de calcul, n'importe quelle position gagnante. D'accord. Très facilement. Et Kasparov, lui, il n'est pas capable. Kasparov, il a 20 coups d'avance. Bon, il est fort, hein, moi j'ai 2 coups d'avance. Donc c'est relativement simple ce qui se passe. Donc je ne sais pas si c'est de l'intelligence, mais en tout cas c'est impressionnant, c'est sûr. Donc là on est dans les années 90, et dans les années 90 il se passe quelque chose d'autre en fait, qui fait que les intelligences artificielles statistiques qu'on avait abandonnées donc 30 ans plus tôt reviennent à la charge. Pourquoi elles reviennent à la charge? Parce que c'est des statistiques. Et pourquoi c'est des statistiques? Je vais vous dire ça juste après. On change de nom quand même. On appelle ça du machine learning maintenant. Hein. Donc c'est la machine qui va apprendre des trucs, ça va être sympa. Et donc ce machine learning, pourquoi il arrive en force? Il arrive en force parce qu'en 90, vous vous rappelez peut-être, enfin dans les années 90, au milieu, il y a un truc qui arrive qui s'appelle Internet. Et Internet, ça arrive avec beaucoup de données. D'accord? Et pour faire des statistiques, il faut beaucoup de données. Donc, là, on est dans les années 2000. On fait maintenant même du deep learning. Hein, donc, on ne se contente pas du machine learning, on fait du deep learning. Deep learning, ça veut dire quoi? C'est exactement pareil, sauf qu'il y a encore plus de données. Hein, de plus en plus de données. Enfin, vous allez voir, on va parler de ChatGPT tout à l'heure, il y a beaucoup de données. Et donc, dans les débuts des années Internet,
parmi les gros montants de données qu'il y a beaucoup d'images de chats sur Internet. Alors vous allez me dire, il a pété une durite, le gars. Non, mais il y a vraiment beaucoup d'images de chats. Et puis les images de chats sont intéressantes pour les gens qui veulent faire des statistiques parce qu'elles sont annotées. C'est-à-dire que les gens, ils mettent des chats sur Internet et ils disent « c'est mon minou, c'est mon kitty, c'est mon chaton, gna 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 ». Et donc, on a une base de données de chats relativement intéressante. Hein, et on dit on va utiliser cette base de données de chats pour faire le premier reconnaisseur de chats. Un truc super intelligent. D'accord ? Et donc, on se rend compte que seulement avec... comment on dit en français déjà 100 000 images de chats. Avec 100 000 images de chats, je peux faire un reconnaisseur de chats qui reconnaît les chats à 98%. Waouh! Alors là, on arrive au top de l'intelligence artificielle quand même. Hein. C'est le truc, on se rend compte vraiment qu'on est capable de faire des machines intelligentes, si on est capable de faire des machines qui reconnaissent les chats. Et là, on se demande, est-ce que c'est vraiment un truc qui est intelligent, le machin, là, parce qu'il faut quand même 100 000 images de chats. 100 000 images de chats, c'est beaucoup. Surtout quand on se pose la question, et la question que j'ai posée à des gens, à des psychologues en l'occurrence, je leur ai demandé, mais ma fille de 2 ans, combien d'images de chats lui faut-elle, ou lui faut-il, je ne sais pas d'ailleurs, pour reconnaître les chats? Et la réponse des psychologues, c'est 2. D'accord? Donc, ma fille de 2 ans, qui est, pas forcément très intelligente, enfin, d'après moi, elle est complètement con, il lui faut 100 000 images, il lui faut 2 images de chats pour reconnaître les chats à 100% quand même. D'accord? Et la machine qu'on est en train de fabriquer, là, de l'intelligence artificielle, il lui faut 100 000 images de chats. Donc on est en train de fabriquer des trucs là qui n'ont strictement rien à voir avec notre cerveau, en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se calmer un tout petit peu quand on va dire à un moment donné, ouais, attention, ça va nous remplacer, tout ça. Ça n'a strictement rien à voir. Okay? Parce qu'en plus, là, je vous ai dit, cette machine qu'on a créée, elle reconnaît les chats à 98%. Vous savez pourquoi c'est qu'à 98%? Parce que ma fille, elle reconnaît à 100% parce qu'elle reconnaît même les chats dans la pénombre. Mais les chats dans la pénombre, il n'y en a pas dans la database. Parce que personne n'a posté de chats dans la pénombre. Parce qu'on ne les voit pas. Donc ça ne sert à rien. Et si on ne les voit pas, ils n'existent pas. S'ils n'existent pas, on ne les reconnaît pas. Okay? Donc, ces systèmes ont des limites aussi, des data, des données qui sont disponibles pour pouvoir reconnaître ceux qui sont censés faire. OK, bon, ça c'est réglé. On a parlé des données, on a parlé des systèmes qui sont idiots et qui ont besoin beaucoup de données et qui n'ont strictement rien à voir avec notre cerveau. Mais pour amplifier encore là-dessus, on va passer en 2016 maintenant. Et on va aller, cette fois-ci, à la machine qui a battu le champion du monde de Go. Alors ça, c'était effectivement... Le Go, c'est rigolo. Hein. Le Go, c'est un peu plus compliqué que les échecs. Je vous ai dit tout à l'heure, 10 puissance 49 coups aux échecs. Le Go, si vous demandez aux mathématiciens combien il y a de coups, ils vont vous dire qu'il y a entre 10 puissance 200 et 10 puissance 600 coups. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'en sait rien. Okay? Mais ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup. Et récemment, là, j'ai donné cette conf dans un lycée. Et un gars qui m'a dit, finalement, 10 puissance 200, c'est seulement 4 fois plus 10 puissance 49. C'est beaucoup plus, on est d'accord. Hein, d'accord, il y a beaucoup de zéros derrière. Hein. Okay. Donc c'est impossible d'utiliser les méthodes de logique qu'on avait utilisées en 1997. Donc là, on va utiliser des méthodes statistiques. Effectivement, on va utiliser du deep learning. C'est DeepMind, une boîte d'IBM, une boîte de Google, finalement, qui fait ça. On ne va pas s'intéresser à l'algorithme, on s'en fiche, mais on va s'intéresser à la machine. Donc DeepMind, qui fait tourner AlphaGo, le programme qui joue au Go. Cette machine, alors, elle n'est pas vraiment comme ça. Hein, ça, c'est un dessin que j'ai fait. Hein. Non, on ne sait jamais. Et donc, on va ouvrir ses entrailles. Et quand on ouvre ces entrailles, on va voir qu'il y a à l'intérieur 1500 CPUs. Les CPUs, c'est les chips, c'est les puces d'ordinateur. D'accord ? Donc 1500 puces d'ordinateur. Il y a 300 GPUs. Les GPUs, c'est encore d'autres puces qui font du Graphical Processing Unit. C'est des machins qui font du calcul matriciel, très intéressant pour faire du machine learning. Et il y a encore un autre type de puce qui est nouveau à ce moment-là, qui s'appelle des TPUs. Tensor Processing Unit, c'est pour faire du TensorFlow. TensorFlow, c'est une méthode de deep learning. Très bien. Donc, c'est 2000 ordinateurs, le machin. 2000 ordinateurs pour jouer au Go. D'accord ?
2000 ordinateurs, c'est un petit data center. Un petit data center, ça fait 440 kW. 440 kW pour jouer au Go. Alors là, il y a une autre question qu'il faut se poser, c'est le petit Coréen de 18 ans, c'est bien fait pour sa gueule qu'il se soit fait ratatiner d'ailleurs parce qu'il était infect, mais lui, il a 18 ans, et il a ça. Et ça, en watts. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? D'accord? Alors pas tous, et surtout ce matin, mais en général, ça, c'est à peu près 20 watts. Okay. Donc là, on est en train de créer une machine qui pète 440 kW pour jouer à un jeu que le champion du monde est capable de jouer avec 20 watts. D'accord? Bon, il est champion du monde, le gars, il n'était pas loin de battre la machine. Hein. Il l'a battu quelques fois, elle l'a battu plus et plus et plus. Bon. Mais on est en train, encore une fois, de créer des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec notre intelligence, avec notre cerveau, qui utilisent beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de données. Mais dans l'énergie, ce qui est marrant aussi, c'est que cette machine-là, AlphaGo, elle fait que jouer au Go. Le petit Coréen, lui, il sait faire la cuisine, il sait parler, langage naturel, vous savez, le truc compliqué, là. Il sait faire plein de trucs avec ses 20 watts. Ça ne fait que jouer au Go. Si je veux que ça joue aux dames, il faut tout refaire. OK? Donc, encore une fois, respirons, d'accord? Ces machines n'ont strictement rien à voir avec notre cerveau, avec notre intelligence. On n'aurait jamais dû appeler ça intelligence artificielle. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de données dans ces systèmes. Il faut utiliser énormément de données. C'est des statistiques. On utilise de plus en plus. On parlait de ChatGPT, aujourd'hui, ce n'est pas 100 000 morceaux de données comme c'était pour les premiers reconnaisseurs de chats dans les années 90-2000. On parle de 175 milliards de morceaux de données. On parle entre 1000 et 2000 milliards de mots qui sont ingurgités par la machine. D'accord? C'est beaucoup, hein? En gros, c'est Internet. Et donc, ces données, malheureusement, quand il y en a beaucoup comme ça, elles sont toujours biaisées. Je ne sais pas si on vous a dit, mais sur Internet, il n'y a pas que des trucs vrais. Enfin, si vous avez... Et donc, du coup, comme la machine a ingurgité des trucs qui ne sont pas vrais, enfin, pas vrais sur certains de nos standards, hein, par exemple, la Terre, c'est pas plat, hein, enfin, a priori, mais sur Internet, on trouve que la Terre est plate, des fois. Donc, du coup, ChatGPT, si vous insistez vraiment, il va vous dire que la Terre est plate, parce qu'il va vous rendre les données qui sont sur Internet. Et donc, les données sont biaisées, les données sont fausses, et malheureusement, ça donne des systèmes de temps en temps où ça va se voir. D'accord? Enfin, ça se voit tout le temps, et ça se voit de plus en plus justement avec ChatGPT, parce que comme tout le monde l'utilise n'importe comment, effectivement, on peut dire des grosses bêtises. Mais je vais vous prendre un exemple de 2016 aussi, qui est un exemple qui est d'un chatbot déjà. C'était pas ChatGPT, mais c'est un chatbot de Microsoft aussi qui s'appelait Tai. Tai, il a été il est sorti en 2016. Et c'était un chatbot qui était censé, sur Twitter, interagir avec les gens pour promouvoir les produits Microsoft. Hein, donc l'idée était très bonne, certainement. Donc ils ont mis des mois à développer le machin. Et ils ont été obligés de débrancher au bout de 16 heures d'opération. Parce qu'au bout de 16 heures d'opération, Tai était devenu le plus raciste et sexiste chatbot de l'humanité. Bon, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais c'était quand même assez grave, donc ils l'ont débranché. Alors évidemment, ils ne voulaient pas le débrancher, évidemment, ils n'avaient pas fait tout ce travail pour rien, enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc les scientifiques se sont penchés sur le problème, ils se sont demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a strictement aucun sens. On ne va pas créer ces trucs pour juste les débrancher juste après. Et donc il y a deux bugs qui ont été identifiés. Le premier bug, qu'on va appeler un bug de logique, hein, donc il n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais qui m'amuse, donc je vais vous le dire. Premier bug, quand on crée un système d'interaction comme ça, on a un petit slider, un petit potentiomètre, je ne sais pas comment vous dites, qui va regarder comment on va s'adapter, c'est un slider d'adaptabilité au public auquel on s'adresse. Donc là, le slider, il était un peu trop haut, c'est-à-dire qu'il s'est adapté au public auquel il s'adressait, et le public ici, c'était Twitter, donc comme vous savez certainement, sur Twitter, au bout de 2-3 interactions, on s'insulte. Donc là, le truc, au bout de 2-3 interactions, il insultait les gens. Bon. Alors ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile à fixer, le machin. Hein. Vous descendez le slider, vous récupérez
la façon dont vous interagissez avec les gens, et vous contrôlez le dialogue globalement, et donc ce problème disparaît. Fastoche. L'autre bug était beaucoup plus insidieux, beaucoup plus compliqué, c'est un bug de data, justement. Et donc ça veut dire quoi un bug de data? C'est-à-dire que les data étaient mauvaises. Alors, quand on fait un système d'interaction, il faut donc trouver des dialogues, c'est des dialogues, hein, donc il faut trouver des dialogues. Les dialogues, on n'en trouve pas sur Internet comme on trouve des chats. Okay, donc il faut aller les chercher ailleurs, il y a des systèmes, il y a en fait des bases de données de dialogues. Il y en a une qui s'appelle Switchboard, qui est très connue, qui est une énorme base de données avec des millions et des millions de conversations, des conversations qui sont enregistrées, qui sont... on retranscrit les mots, donc retranscrites, et qui sont annotées. Donc on dit, le gars, là, il a téléphoné pour sa machine à laver, il n'était pas content, etc. Donc c'est une énorme base de données qui est magnifique pour les gens qui font des systèmes d'interaction, et donc qui permettent de comprendre un peu les structures des dialogues. Donc, moi, j'imagine le gars là, chez Microsoft, on lui dit, bah, il faut que tu fasses le système là, TIE, tu te débrouilles, tu prends un switchboard et tu nous fais le système. Et le gars, il dit, bah, ok, d'accord, il y a des millions de conversations, là, je ne vais pas pouvoir tout prendre, hein. Je vais prendre un sous-ensemble, j'ai besoin que quelques dizaines de milliers de trucs pour créer mon modèle. Allez, je vais prendre le début de la base, Alabama, années 50. Bah ouais. Donc, Alabama, années 50, vous imaginez, enfin, ceux qui ont fait que c'était un peu biaisé. Hein. Je pense que les Blacks, ils étaient dans une situation un peu délicate, un peu plus délicate qu'aujourd'hui, peut-être. Et donc, du coup, la base de données étant biaisée, le modèle était biaisé, et il a fallu une petite étincelle pour qu'elle devienne complètement raciste et qu'elle détruise en fait les Noirs dans les interactions de dialogue. Donc, il faut faire super attention. Alors, je n'ai pas forcément la solution, mais vous allez me dire, bah, c'est fastoche, il suffit de regarder bien toutes les données et puis d'enlever les trucs qui sont un peu limites. Alors, il y a deux problèmes avec ça. Le premier problème, c'est que bon, quand on a 100 000 images de chats, on peut peut-être trouver 2-3 images de chiens et les enlever. Très bien, fastoche ça. Mais quand on a 175 milliards de morceaux de données, ça commence à être un peu plus délicat d'aller chercher les machins qui ne vont pas. Parce qu'il y en a beaucoup. Okay, et l'autre truc, c'est quand je vais commencer à balancer les datas, à dire, voilà, je vais choisir les datas. Donc, ce que je viens de dire ici, choisir les datas, ça veut dire que quelque part, je rentre mon propre biais. Et quand je rentre mon propre biais, qui dit que éthiquement, c'est moi qui ai raison? Je ne sais pas. Donc c'est un problème excessivement délicat. Dès qu'on commence à faire des statistiques, il y a des choses qui sont certainement fausses. Et moi, ce que je vous dis, c'est que toutes les bases de données sont fausses. Et donc, ces systèmes, il faut douter. Mais bon, ça, j'espère que cette population ici en est persuadée. Bref, ça, c'était mon ami chatbot sur Twitter qui a vécu 16 heures. Un autre truc qu'on dit souvent, on dit, de toute façon, oui, il faut douter, il faut faire attention. Ces intelligences artificielles sont des boîtes noires, d'accord? C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, on ne peut pas comprendre ce que ça fait, et donc c'est des boîtes noires, il ne faut pas leur faire confiance. Alors moi, je vais modérer un tout petit peu, je sais pas si on dit ça. Je vais pas dire exactement ça. Je vais vous dire que, oui, il faut douter, ça, je vais vous le répéter tout le temps, mais par contre, de temps en temps, on peut faire confiance à ces boîtes noires, parce que ce n'est pas des boîtes noires, en fait. C'est des boîtes transparentes si on prend le temps de les expliquer. Il n'y a pas d'inexplicabilité en IA. On parle souvent d'inexplicabilité, on dit comme c'est inexplicable, blablabla. Comme toutes les sciences nouvelles, comme tous les trucs nouveaux qui arrivent, c'est compliqué, ça a l'air compliqué. Mais des fois, il suffit de quelques petites choses pour expliquer correctement et puis pour que tout le monde comprenne. Pour ça, je vais vous raconter une histoire, qui est une histoire familiale. Je parlais tout à l'heure de ce brave Gaston Julia, qui n'est pas mon grand-père d'ailleurs, mais qui est un grand-oncle, mais c'est pas très grave. Et donc, ce brave Gaston, il a effectivement inventé les fractales. Enfin, il a découvert une équation particulière qu'on appelait les fractales, qui est un logarithme, bon bref. Et il fait ça en 1915. 1914 exactement, le papier est publié en 1915, la communauté mathématique regarde cette équation et est absolument superbement surprise par le machin, c'est super, mais c'est une équation mathématique pour le commun des mortels complètement incompréhensible. C'est un log, machin, blabla, on comprend que dalle. C'est une boîte noire pour la plupart des gens,
mais c'est une boîte transparente pour Julia lui-même qui a inventé le truc, a découvert le truc, donc il est capable d'expliquer ce que c'est. Il est capable d'expliquer à ses collègues qui, eux, comprennent, et les mathématiciens comprennent, mais c'est vrai que la plupart des gens ne comprennent pas forcément la mathématique qui est derrière cette équation. 1955, Julia est prof à Polytechnique, 40 ans plus tard, et il a comme élève un garçon qui s'appelle Benoît Mandelbrot. Benoît Mandelbrot part aux États-Unis, chez IBM. Il a un des premiers ordinateurs à sa disposition. Il rentre l'équation de Julia dans l'ordinateur. Il en profite pour l'appeler équation de Mandelbrot, on ne va pas se gêner. Et donc, apparaît à l'écran, quand il affiche cette équation, apparaît à l'écran cette magnifique fougère, pour ceux qui savaient ce que c'était qu'une fractale, cette magnifique fougère qui, quand on la regarde, on voit qu'à chaque niveau de la fougère, c'est la même fougère, et la même fougère, et la même fougère. Et donc, cette propriété exceptionnelle qu'ont les fractales, ça s'appelle la récursivité. Et la récursivité devient complètement en transparence pour n'importe qui est capable de comprendre juste en regardant l'image. Et donc, la boîte noire est devenue une boîte transparente grâce à cette image. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, la récursivité, c'est comme la vache qui rit, là. Ouais, c'est pas grave. Bon. Allez, tant que je suis dans les trucs qui m'énervent, là, je vais vous parler de la voiture autonome. D'accord? Alors, la voiture autonome, Elon Musk. Allez. 2015, Elon Musk nous dit, la voiture autonome, c'est pour demain. Super, très bien. 2018, la voiture autonome, c'est pour demain. 2021, voiture autonome, c'est pour demain. 2023, voiture autonome, c'est pour demain. Bon, Elon Musk raconte n'importe quoi, je pense que vous le savez maintenant. Quand il parle de voiture autonome, et quand je parle de voiture autonome, on parle de voiture autonome niveau 5. D'accord? Donc le niveau ultime de l'autonomie. Il y a évidemment 0, 1, 2, 3, 4 avant. Aujourd'hui, on est à peu près à 2,5. Les Tesla sont à 2,5. Il y a certains qui déclarent qu'ils sont presque à 3, donc je pense qu'on est presque à 3, effectivement. Mais on est loin de 4, et on est très très loin de 5, on est d'autant plus loin de 5 qu'aujourd'hui, je vous annonce officiellement que 5 n'existera jamais. Alors, il n'existera jamais comme dans Ja et Mais, en fait. Jamais. Mais je vais vous le prouver, je ne vais pas juste vous le dire, je vais vous le prouver. Et donc, du coup, ces voitures autonomes, quand elles seront au niveau 4, elles vont nous permettre d'être beaucoup plus sûrs dans les voitures, et ça va être absolument extraordinaire, et on y arrivera. D'accord? Donc on va arriver au niveau 4, mais on ne peut pas dire qu'on aura un jour la full autonomie. Et pour ça, je vais vous donner deux exemples. Un exemple qui est pour les Français, qui s'appelle la place de l'Étoile à 18h. Place de l'Étoile à 18h, vous collez une voiture autonome sur une de ces avenues là, qui est là. La voiture autonome, elle va être comme ça. Parce que la voiture autonome, elle a une propriété extraordinaire, elle respecte le code de la route. Ce que vous, quand vous êtes sur la place de l'Étoile, vous ne faites pas. Vous avez un truc en plus qui s'appelle le pouvoir de négociation ou le pouvoir de négociation. Et donc, bon, ça c'est un peu compliqué à expliquer aux voitures, à expliquer au système autonome. Donc, bon, ça c'était pour les Français. La version officielle, pour les Américains et les autres, c'est une voiture qui roule dans les rues de Mountain View. Mountain View, c'est là où il y a Google. Et donc, ces vidéos ont été d'ailleurs données par une compagnie qui s'appelle Waymo, qui est une compagnie de Google, qui travaille depuis 10 ans sur l'autonomie. Et le CEO a dit, j'en ai marre d'entendre ce que j'entends, je vais faire don de toutes mes datas que j'ai depuis 10 ans. Je donne 10 millions de miles de vidéos de routes qui ont été prises en vidéo pour pouvoir faire apprendre au système. Et donc, il a donné ça, et dans des gens comme moi, on est allé voir des vidéos, évidemment, et il m'a fallu à peu près 1 heure pour trouver une pépite, et puis après j'en ai trouvé plein. Ce que j'appelle une pépite, c'est un truc qui dit que j'ai raison. D'accord ? Et donc, cette pépite-là, on voit une voiture qui roule dans les rues de Mountain View. Mountain View, c'est chiant comme la mort, il ne se passe rien. Et là, d'un coup, au milieu de rien, la voiture s'arrête. Elle attend 2-3 secondes, la voiture fait 2-3 mètres, elle s'arrête. 2-3 secondes, la voiture fait 2-3 mètres, elle s'arrête. 2-3 secondes, la voiture fait 2-3 mètres, elle s'arrête. Elle fait ça 5-6 fois. Et là, on voit sur la caméra, parce qu'on voit les mains sur le volant, on voit que le safety driver, il y a toujours quelqu'un qui est dans la voiture, prend la voiture, et puis
démarre et s'en va. Parce que derrière, les mecs commencent à s'énerver. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fout, le gars, à s'arrêter tous les 2-3 mètres? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens jusqu'à ce qu'on regarde la vidéo. Un peu plus près, on voit 2 gars qui marchent sur le trottoir. Donc 2 gars qui marchent sur le trottoir. Le gars qui est le plus près, dans la même direction de la voiture. Le gars qui est le plus près de la route, donc il marche aussi dans la même direction, comme ça, avec son pote. Mais lui, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors vous, là, tous là, vous voyez un connard sur le bord de la route, avec un panneau stop sur l'épaule qui marche dans la direction de la voiture, vous vous arrêtez pas. Parce que vous avez dit, oh, tiens, il y a un connard sur le bord de la route qui marche avec un panneau stop, bon, voilà. La voiture autonome, elle voit un panneau stop, et puis elle voit un panneau stop, et puis elle voit un panneau stop. Ça n'existe pas, ce cas. Ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est un truc qu'on n'a jamais vu. On n'a même pas imaginé. D'accord? Ben nous, quand on voit un truc comme ça, nous, humains, on voit un truc comme ça, on fait un truc extraordinaire que les IA sont incapables de faire. On invente, on s'adapte, on crée. D'accord? Quand on vous parle des IA génératives aujourd'hui, les IA génératives, les ChatGPT, les machins et tout ça, il y a une chose qui est bien dans ces choses-là, c'est qu'on ne s'est pas trompé de nom. On n'a pas appelé ça IA créative. On a bien appelé ça IA générative. Ça génère des trucs qui arrivent de ces 175 milliards de données, d'accord? Mais ça ne crée rien. C'est vous qui avez le pouvoir de création, c'est vous qui le gardez, c'est vous qui avez la possibilité de créer à travers le prompt. C'est-à-dire que c'est vous qui allez dire à la machine « Dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel ». La créativité, elle est là, elle est dans l'image mentale que vous avez de la vache verte sur la tour Eiffel. Oui, ça va vous générer plein de vaches vertes sur la tour Eiffel, mais c'est vous qui avez l'idée. C'est toujours vous qui avez la main. Et d'ailleurs, en parlant de main, je vais passer vite fait sur le fait que j'appelle ça l'intelligence augmentée, IA, au lieu d'appeler ça intelligence artificielle, parce que ces outils, ils nous augmentent, nous. Ils augmentent notre intelligence. Okay? Ces outils, on s'en sert comme tous les outils de la boîte outils dont je parlais tout à l'heure, et j'adore comparer une intelligence artificielle avec un marteau, parce que c'est exactement la même chose. Un marteau, ça va planter un clou bien mieux que mon poing, d'accord? Donc c'est hyper utile, c'est hyper puissant. Le marteau, si j'utilise à bon escient, c'est super. Je peux l'utiliser à mauvais escient pour taper sur la tête du monsieur. D'accord? Et ça, on a décidé collectivement que c'était pas bien. Mais on l'a décidé collectivement. On a dit c'est pas bien de taper sur la tête du monsieur. Parce qu'à la fin, celui qui tient le manche du marteau, c'est moi. C'est moi qui décide. C'est nous qui décidons. Les IA, c'est exactement la même chose. C'est nous qui tenons le manche du marteau. C'est nous qui décidons de comment on les utilise. Et c'est nous qui décidons de réguler ou pas. Hein, on va dire que c'est hors la loi de taper sur la tête du monsieur avec le marteau. Des fois, il y en a qui vont le faire. Évidemment qu'il y en a qui vont le faire. Mais on décide collectivement que c'est pas bien. Et après, bon, on agit comme on peut. Mais ces outils sont excessivement puissants. Ils sont très, très puissants. Comme le marteau. Il est très, très puissant. Allez, j'ai combien là? 3 minutes? 1 minute? 2 minutes? Allez, je vais vous faire un truc extraordinaire, et vous allez ressortir de là, vous allez être illuminé. Je ne sais pas si on dit ça, mais... je vais vous faire une démonstration de ce que c'est que l'intelligence, parce que j'ai parlé beaucoup d'intelligence. Je vais vous montrer l'intelligence humaine, okay? En mathématiques. Alors, c'est peut-être pas votre tasse de thé, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. En fait, je vais projeter en 2 dimensions les intelligences. Alors, il y a plein de gens, il y a les philosophes, il y a les psychologues, il y a plein de gens qui définissent l'intelligence. Moi, je vais vous le définir mathématiquement, et vous allez tout comprendre, et vous allez comprendre pourquoi l'intelligence artificielle n'a strictement rien à voir avec l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, je vais la projeter donc sur ce graphe en 2 dimensions. D'accord? En ordonnée, vous avez le niveau d'intelligence, 0, Donald Trump, jusqu'à 100, un génie. OK? Très bien. Et en abscisse, ici, on va avoir les domaines d'intelligence, tout, n'importe quoi. Okay? Donc on projette tout ça, poum, dans toutes les dimensions qu'il y a, poum, on projette ça sur ces 2 dimensions. Voilà, ça c'est nous, intelligence humaine. Continue. N'importe quel domaine, on est capable de dire quelque chose, surtout nous les Français. Et donc on n'est pas des génies, on n'est pas complètement idiots. Ben, voilà, ça c'est l'intelligence humaine. Continue, mathématiquement parlant, continue. Et infini. On voit un connard sur le bord de la route avec un panneau stop, on est capable de s'adapter. D'accord? On invente. D'accord? Continue infini. Intelligence humaine. Intelligence artificielle, les échecs, c'est pas mal, ça marche. Si vous jouez aux échecs avec une machine et que vous gagnez, c'est que vous l'avez mis au niveau 2. D'accord? Vous n'avez strictement aucune chance. Échec, c'est un génie. Go, c'est plus qu'un génie, parce qu'il y a tellement de coups possibles et inimaginables qu'il dépasse l'humanité. Bon bref, on ne va pas rentrer dans l'infini, on s'en fout. La voiture autonome.
enfin, niveau 4. Bien mieux que nous. Hein. Là, j'ai dessiné mon fils, là, il boit un petit coup, il joue un peu sur son téléphone pendant qu'il conduit, pas bon. D'accord? La voiture sera meilleure que nous. Mais, des fois, il faudra l'aider. Ça, on en prendra plus tard. N'importe quoi, n'importe quel domaine, n'importe quel truc que vous pouvez imaginer, des trucs en médecine, des trucs en ressources humaines, des trucs en n'importe quoi, on peut avoir un outil, si on a envie, qui sera meilleur que nous dans ce domaine particulier. Si on veut, des fois, on peut décider de ne pas utiliser l'outil parce qu'il n'est pas utile. Et à ce moment-là, ce n'est pas un outil. D'accord? Mais voilà, ça, c'est les intelligences artificielles. C'est quoi en mathématiques ce que je viens de faire là? Ce sont des lignes discrètes, on dit. Allez, la question qui tue, combien de lignes discrètes me faut-il pour atteindre la continuité? L'infini. Voilà. Alors l'infini, je ne sais pas si vous savez, c'est compliqué. Hein. C'est beaucoup. Et donc, du coup, il faudrait avoir, pour pouvoir matcher l'intelligence humaine, il faudrait avoir une infinité d'intelligence artificielle. Et ça, c'est pas possible, parce que c'est beaucoup. Allez, un petit truc vite fait, là, on finit là-dessus. Là, on dit des fois, ouais, mais en fait, il y a des trucs qui se ressemblent, il y a des trucs qui sont contigus, là. Donc, on peut faire du transfer learning entre deux domaines. Et donc, par capillarité, on pourrait imaginer qu'on va pouvoir couvrir tout le domaine, tout le spectre de l'intelligence humaine. C'est pas une mauvaise idée de faire de ça. Ça permet de ne pas avoir à refaire des bases de données et tout ça, c'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que, qu'est-ce qu'il y a entre deux lignes contiguës? Ah, purée, encore ce truc-là. L'infini. L'infini, c'est compliqué, encore une fois. Bon, bref, donc du coup, c'est pas possible. Ah, et puis, tiens, le truc qu'on a inventé tout à l'heure, là, vite fait, elle est où, l'intelligence artificielle? Un truc qu'on a inventé, si on l'a inventé tout de suite. L'intelligence artificielle, elle est nulle part. D'accord? Parce qu'elle n'a pas le temps d'avoir les données, elle n'a pas le temps d'avoir les règles, donc on n'a pas le temps de la faire encore. L'intelligence artificielle est toujours derrière nous, c'est nous qui décidons, c'est nous qui avons le manche. Merci. On est un peu perdu, hein, parce qu'on on s'informe sur Twitter beaucoup pour l'IA. Ah là, ça commence mal. Et donc on n'a pas le choix. Si, l'encyclopédie universaliste aussi, c'est pas mal. Et du coup, ce qu'on essaie de comprendre, c'est que d'un côté, on a ceux qui nous disent il y a l'émergence, on va augmenter le nombre de paramètres, on va allumer tout ça, ça va faire des chocs à pic. Et de l'autre côté, on a ceux qui nous disent en fait, on a juste modélisé le langage, mais c'est pas grave, on va rajouter une vision du monde, on va rajouter la planification. Enfin, je pense que vous voyez de qui je parle dans les deux cas. Et il y a sûrement plein de choses entre les deux, mais c'est quoi la situation? Ce que je vous ai raconté aujourd'hui, c'est que on est très 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 loin de l'intelligence humaine, en fait, on n'y arrivera jamais. Donc rajouter des trucs, c'est un peu de la capillarité dont je parlais ici. Donc on pourrait dire, on peut rajouter... Déjà, est-ce qu'on a modélisé le langage humain? Je ne suis pas sûr. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait encore réussi. Mais si on parle spécifiquement de ces IA génératives qui ont l'air de faire des trucs intelligents, c'est basé sur la complétion de trous. Alors ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que toutes ces IA génératives, elles sont basées sur la complétion de ce qui a déjà été fait avant. D'accord? Ça veut dire que par exemple, quand vous posez une question comme donne-moi la biographie de Marie Curie, en fait, la biographie de Marie Curie, elle est quelque part. D'accord? Et il y a une certaine variabilité qui fait que je ne vais pas toujours aller chercher au même endroit, et donc je vais aller sortir ces données qui sont quelque part. Parce qu'encore une fois, dans 175 milliards de données, il y a beaucoup de données. Okay? Et donc ces machins-là, ça va générer, ça va remplir les trous qui sont, vous rentrez des machins, et ça va aller compléter ce qu'il y a autour. D'accord? C'est ce que font, c'est vraiment simplifié, la logique de ces IA génératives. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, un jour, qui a parlé, qui a dit un truc comme ça, on le sait, et donc on va le remettre, on va vous le montrer. Et donc ça a l'air d'être humain, parce que c'est humain, parce que ça a été déjà dit. D'accord? Mais il y a deux petits problèmes dans ces IA génératives. Le premier problème, c'est qu'elles sont programmées pour vous donner une réponse de toute façon. Donc des fois, on ne trouve pas le truc, et donc si elle ne le trouve pas, elle l'invente. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. Et donc le truc, il va statistiquement trouver des trucs qui pourraient être ça à peu près, et donc il va vous pondre n'importe quoi, et surtout des références en général. Quand vous allez dire « écris-moi un papier scientifique avec ça », il va vous pondre un tas de références de bouquins qui n'ont jamais existé, avec des pages qui n'ont jamais existé, enfin tout ça. Et donc ça, c'est des trucs qui sont embêtants, parce qu'effectivement, là, c'est les hallucinations. Donc ça, c'est le premier problème. Embêtant si on ne le sait pas, déjà. Pardon? C'est encore plus embêtant si on n'est pas préparé, quoi. Justement, c'est pour ça qu'il faut s'éduquer sur ce truc-là, pour comprendre qu'il y a ces hallucinations qui sont possibles. Le deuxième problème, c'est le problème dont je parlais tout à l'heure, qui est le problème des trucs faux. Parce que dans les 175 milliards de trucs, il y a des trucs faux,
D'accord ? Et donc, du coup, si vous lui dites écris-moi un papier sur le fait que la Terre est plate, il va vous écrire un papier qui est parfait, qui existe déjà d'ailleurs. Hein. Il va vous pondre le machin, il va faire donc, en plus de ça, il va prendre l'IP, quelqu'un, il va copier, hein, donc c'est copyright-wise, c'est pas terrible, et donc ça va vous pondre un papier. Donc, il peut vous pondre des trucs faux, et il peut vous pondre des trucs inventés. Et le vrai chiffre qu'il faut donner, enfin la chose qu'il faut dire ici, c'est quelle est la pertinence de ChatGPT. Dans les médias, nulle part, on vous dit quelle est la pertinence de ChatGPT. Parce qu'il faut un petit peu de temps pour faire l'étude, et cette étude, elle a été faite 3 mois plus tard, donc c'est sorti en novembre 2022, ChatGPT. En février 2023, il y a l'Université de Hong Kong qui a sorti un papier qui est sur la pertinence de ChatGPT, sur 24 bases de faits de millions de faits vrais, alors, pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est comme ça, et donc sur des millions et des millions de faits, à la fin du papier de 24 pages, il y a le chiffre de 64%. C'est pertinent à 64%. C'est bien, c'est pas bien, vous décidez, mais il faut le savoir. Donc, 64%, ça veut dire qu'il y a 36% de merde. Ouais. Mais ça peut quand même servir à quelque chose, ça peut aider si on est au courant. Vous l'utilisez au quotidien ? Évidemment que j'utilise. Au quotidien. J'utilise tous les jours, ouais, évidemment. ChatGPT. ChatGPT, Midjourney, tous les machins. Moi, je suis nul en dessin, Midjourney, ils m'aident beaucoup. Ouais. C'est super, la vache verte sur la tour Eiffel, c'est moi qui l'ai faite. Hein. Et donc, évidemment qu'il faut l'utiliser, l'outil. Évidemment qu'il ne faut pas faire ce qu'a fait Sciences Po, interdire l'outil. Je ne voulais pas les nommer, mais j'ai vraiment... Évidemment qu'il ne faut pas faire ça, parce que c'est une bêtise incommensurable. C'est exactement si, en 1842, vous aviez interdit l'Encyclopédie Universalis. C'est la même chose. Il faut juste comprendre l'outil et l'utiliser à bon escient. Il faut en fait enseigner l'outil. Il faut en fait expliquer, les gars, regardez... Mais il faut déjà le comprendre soi-même. Oui, mais il faut comprendre. C'est pour ça qu'on est là aussi. Oui, on est là pour ça, mais... Justement, il y a un exercice qui est super à faire pour les enseignants en général et pour comprendre comment on va enseigner l'outil. Ouais. Eh ben, le truc à faire là, c'est de dire, les gars, là, les élèves, vous leur dites, on va écrire un papier avec ChatGPT. Donc on va donner un prompt, on va dire, écris-moi un papier sur le premier homme sur la Lune. Pounk, d'accord ? Le machin va générer le papier, on lui demande un papier de 5 pages, d'accord ? Il génère le papier de 5 pages avec les références et tout ça. Et après, nous, enseignants, là, on va aller étudier ce papier. Parce que ce papier, il est extraordinaire. Il y aura au moins 1 ou 2 erreurs factuelles, il y aura au moins 1 ou 2 hallucinations dedans. Et donc, c'est en regardant le papier qu'on va dire, tiens, regarde, ça, hallucination, ça, erreur, et le reste, pas mal. Ce qui est vraiment énorme, je ne sais pas si vous avez la même expérience, mais moi, j'ai des ados à la maison, ils sont bien plus préparés que les adultes pour ça. C'est-à-dire que ma fille, des fois, quand elle faisait une rédac, je lui dis, mais pourquoi tu t'aides pas de ChatGPT ? Je me suis dit, c'est l'occasion de lui montrer. Elle me dit, OK. Alors elle le fait. Et elle demande du rewarding, elle demande des idées. J'étais surpris. Parce que dans une grande université parisienne, le directeur de l'université qui faisait le mot d'introduction dit, moi, j'ai tapé mon nom, c'est de la merde. Il dit, j'ai tapé avec GPT-4, c'est encore plus de la merde. Et donc, Est-ce que finalement, la nouvelle génération... J'en sais rien, je ne connais pas assez, mais c'est évident qu'il y a de toute façon quelque chose à apprendre. Et il y a de toute façon quelque chose pour utiliser ces outils. Et franchement, il y a 2 directions pour ces outils dans l'avenir. D'accord ? Il y a la première direction où il y a 0 régulation, il ne se passe rien et tout ça, on laisse les outils vivre. Et puis, du coup, comme ils vont générer de plus en plus de caca, ils vont s'alimenter avec du caca et ils vont devenir de plus en plus non pertinents. D'accord ? Et donc, ils vont mourir de leur belle mort. On peut considérer qu'aujourd'hui, on est en train de monter ou on est en haut de la curve de Gardner. Je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas Elon Musk, je ne donne pas de date. Et donc, on va arriver en haut de la courbe à un moment de Gardner, et ça va retomber d'un coup, pour 2 choses, soit parce que c'est plus pertinent du tout, d'accord ? Soit parce qu'il y a tellement de problèmes avec le copyright qu'on va s'apercevoir qu'il vole un peu des trucs, le machin. D'accord ? Donc, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce premier chemin où ça va se nourrir de tellement de caca que ça va être complètement du caca. Okay ? Bon. J'espère que ce ne sera pas la deuxième raison qui fera qu'on arrête. Ouais, ça, on verra. Mais en tout cas, ça, c'est s'il n'y a pas de régulation. Deuxième chemin, il y aura un peu de régulation. La vérité, c'est que le vrai chemin, ça sera celui du milieu. Ça sera de l'hybride. Mais bon, il y aura de la régulation. On va dire tout ce qui est généré par les IA génératives, on va les marquer au fer rouge, d'une manière ou d'une autre. Et donc, on ne va pas les utiliser dans les modèles qu'on va créer après. Donc, on va utiliser que les faits vrais.
Ouais. Encore une fois, avec tous les guillemets qui vont bien. Et donc, du coup, ça va devenir de plus en plus pertinent. Donc, ça, c'est possible, c'est un chemin possible. Par contre, moi, ce que je crois, et c'est pour ça que je crois que c'est le chemin du milieu, on va utiliser ces IA génératives de plus en plus dans des domaines particuliers, comme j'ai fait ici. Les IA, aujourd'hui, de toute façon, elles sont de plus en plus pertinentes dans des domaines particuliers. Mais une IA générale, ce qu'on appelle les AGI, Artificial General Intelligence, qui va couvrir n'importe quoi, n'importe quel domaine, ça va pas être possible. On a vu on voit les effets des réseaux sociaux 20 ans plus tard. Ouais. Donc l'IA, est-ce que finalement c'est pas ça le plus gros risque, c'est que on se rende pas compte des choses, parce que vous parlez du marteau, on va réguler le marteau. Ouais. Bon, le marteau, ça a donné des maillets, ça a donné des trucs pour jouer au polo. C'est pas un potentiel de disruption massif. Ah bah quand même, ça fait mal. Hein. Ouais, ça peut faire mal. non, mais l'IA, c'est plus sournois. Et est-ce qu'on est capable de réguler si on ne voit pas le truc? Les réseaux sociaux, on n'en parle que récemment des dangers. Oui, c'est 2007. Un excellent parallèle. On a commencé à réguler les réseaux sociaux il y a exactement 5 ans. Hein, c'était avec RGPD, mai 2018. Et c'était trop tard, mais la régulation a toujours du retard sur l'innovation. D'accord. Mais on a commencé à réguler ça avec RGPD, donc, et les gens ont commencé à comprendre, parce que RGPD a servi strictement à rien pour les réseaux sociaux eux-mêmes, mais a servi pour éduquer les gens. En fait. La régulation a parfois vertu éducative, et donc ça a permis aux gens de comprendre. Ils se sont demandé pourquoi il y a une régulation, pourquoi, et ils se sont dit, bah ouais, effectivement, se foutre à poil sur Internet, c'est comme se foutre à poil. Bon, donc, on a plus ou moins, il y en a qui ont compris. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, la régulation est importante quand même, mais c'est vrai qu'elle arrive un peu en retard. Là, aujourd'hui, il y a l'AI Act qui est en train d'être fait à Bruxelles pour réguler les IA. Ça va prendre un petit peu de temps, surtout qu'il n'y avait pas les IA génératives dans les premiers brouillons. Hein, ils n'étaient pas là. Mais la chose essentielle, c'est l'éducation, encore une fois. D'accord. Ouais. Si on ne s'éduque pas, on ne peut pas réguler. Si je ne comprends pas le truc, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger de la régulation justement que l'Europe passe à côté? Parce qu'il y a Jean-Paul Smet qui a j'ai vu une interview sur Smart TV où il dit l'IA, c'est une catastrophe, on ne peut plus faire d'open source. Ouais. Alors justement, donc c'est pour ça qu'il faut que les spécialistes maintenant arrivent et expliquent, parce que malheureusement, le régulateur est parfois pas informé, et il a une vision théorique du machin et pas pratique, et donc il fait des petites bêtises dans la régulation. Bon, donc c'est là où les spécialistes, c'est là où les gens, quand ils sont éduqués, quand des conférences comme aujourd'hui, doivent aller demander à leurs représentants de faire en sorte qu'on puisse utiliser le machin ou pas. C'est là où les élèves de Sciences Po doivent aller voir leur directeur en disant « Écoute, c'est complètement idiot de pas pouvoir utiliser ça ». Ils le font quand même. Hein. Évidemment qu'ils le font. C'est pour ça que c'est impossible de toute façon d'interdire. Hein. Mais il faut que les gens s'approprient le machin à un moment donné et se disent « Voilà, je suis éduqué, je m'éduque de plus en plus ». Quand je dis éduqué, je ne dis pas qu'il faut que chacun devienne un data scientist, que chacun devienne des gens spécialistes en intelligence artificielle. Il faut s'éduquer sur les applications et quelles sont leurs conséquences. Donc, être assez ouvert d'esprit pour pouvoir comprendre ça et pour pouvoir après en discuter et discuter et disputer. Ouais. On peut en parler pendant 1 heure, hein, mais je crois que vous avez un agenda serré. Et du coup, je propose qu'on prenne des questions de la salle s'il y en a. Alors, levez la main si vous voulez un micro. Bonjour, Béatrice Rouzet de l'Université de Lille. ChatGPT, en fait, le problème, puisqu'il se soulève depuis sa parution, est arrivé comme si on mettait des voitures à disposition de tout citoyen sans permis de conduire. Exactement. Et on n'a pas non plus de moniteurs auto-école qui se sont formés puisqu'ils le découvrent en même temps. Du coup, on ne peut pas interdire parce qu'on mesure tout de suite le potentiel. Et en termes d'éducation, les jeunes générations en savent beaucoup plus que leurs enseignants. Du coup, quelles recommandations? Est-ce qu'on doit vraiment le réguler? Ou est-ce que ce n'est pas une obligation de changer nos pédagogies en même temps que le système? Alors réguler, c'est oui, il faut le réguler, il va falloir le réguler. Mais pour réguler, comme je disais tout à l'heure, il va falloir le comprendre déjà. Donc les gens qui régulent, il va falloir qu'ils écoutent un peu les gens qui savent, d'accord, mais il y en a quelques-uns quand même. Oui, il faut aussi être agile dans les méthodes d'éducation et donc pas faire un programme qui va être appliqué dans 5 ans, mais un programme qui est appliqué il y a 10 ans. Donc, en gros, ce que je dis, c'est qu'il faut être super agile et qu'il faut effectivement pas hésiter à prendre les connaissances qu'on a et les distribuer dans l'immédiat. Donc, on est plus dans l'immédiateté. Alors, c'est peut-être pas formaté comme il faut et ça suit pas tous les machins qui vont bien et ça n'avait pas été tamponné au ministère par 18 personnes.
Ouais, des fois, il faut respirer un peu et puis il faut faire ce qu'on pense en tant qu'enseignant qui est le meilleur pour nos progénitures. Bonjour, Anna Samalotova. J'ai une question sur tous les outils qui émergent, notamment les outils type copilote de Microsoft et d'autres, à qui on pourra sous-traiter plein de tâches chronophages dans nos vies professionnelles. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur l'optimisation de productivité égale optimisation de rentabilité, et donc toutes les questions éthiques, philosophiques que les entreprises doivent se poser. Est-ce que vous pensez qu'il faut réagir très rapidement et revoir les organisations et les systèmes de métiers, enfin, les compétences, ou est-ce qu'il faut laisser faire de manière organique? Ouais, bah, un peu des deux, de toute façon, encore, c'est toujours hybride, hein, tout est toujours hybride, donc c'est toujours un peu entre les deux. Mais là, en l'occurrence, on dit beaucoup, bon, ça y est, ChatGPT ou les IA génératives vont nous remplacer, vont remplacer des métiers. Donc déjà, ça, c'est très compliqué de dire ça. Il ne faut pas vraiment dire ça, il faut plus parler en termes de tâches qu'en termes de métiers. Donc dans des métiers, il y a plein de tâches. Il y a des tâches qui vont être remplacées, hein, effectivement, les tâches les plus répétitives, les moins intéressantes et tout ça, bon, ça va être remplacé par ces outils, hein, qui sont très puissants pour ça. Mais il y a toujours une tâche qui est rajoutée, c'est la tâche de l'utilisation de l'outil. Parce que si je rajoute ça... Et évidemment, après, il faut regarder la balance. Si l'utilisation de l'outil prend plus de temps que ce que je faisais avant sans l'outil, ben, l'outil ne sert à rien, donc je l'enlève. Donc il y a certains métiers dans lesquels, en fait, ces outils ne vont pas être intéressants, mais il y a plein de métiers dans lesquels ils vont être intéressants. Les remplacements de tâches, ça existe depuis toujours, hein, parce que c'est le but du jeu. On est fondamentalement feignant, donc on veut essayer de faire en sorte que quelqu'un d'autre fasse le boulot à notre place. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces tâches, dans les métiers, les tâches qui vont être les plus difficiles à remplacer, donc ces tâches qui sont fondamentalement humaines, elles vont être encore plus valorisées. Et du coup, moi, ce que je pense, parce que je suis optimiste de base, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de tâches à l'intérieur des métiers qui vont être remplacées. Il y a très peu de métiers qui vont être complètement remplacés. Ça, c'est très, 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 très rare. Hein. On voit ça depuis la nuit de l'humanité, depuis le début de l'humanité. Mais il y en a qui vont être remplacés. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un charron, mais il n'y a plus de charron depuis 1890. Bon, c'est comme ça. Mais c'est rare. Maintenant, donc, quand je parle de tâches qui vont être remplacées, je parle aussi de tâches qui vont être glorifiées. Et donc, les tâches glorifiées, ça va être la substance même de l'humanité et qui va faire en sorte que, en gros, tous, petit à petit, on va être encore plus valorisés dans nos métiers. Parce que ce qu'on peut faire, c'est ce que peuvent pas faire les machines. D'accord ? Trouver que le panneau stop, là, c'est qu'un panneau stop sur l'épaule d'un gars. Donc, je pense vraiment que ça va se passer comme ça. Par contre, il faut que les RH, les ressources humaines, nous préparent. C'est-à-dire qu'il faut anticiper le machin un tout petit peu, donc on peut le faire un peu à l'arrache, comme on a dit tout à l'heure, là, et puis le faire très très agile, mais c'est pas compliqué non plus, surtout dans les entreprises d'aujourd'hui, quand on parle de copilote ou d'autres choses comme ça, d'anticiper l'arrivée de ces outils, parce que copilote aujourd'hui dans les entreprises, il ne faut surtout pas l'utiliser, parce que ça veut dire qu'on donne tout à monsieur OpenAI aujourd'hui, hein, donc il faut faire super attention à comment les choses sont faites, mais le jour où ça sera plus sécurisé, on pourra l'utiliser, mais d'ici là, on a le temps de comprendre comment ça va être utilisé, on a le temps aussi de former les collaborateurs aux tâches d'utilisation de l'outil et à d'autres tâches qui vont être les tâches spécifiques dans lesquelles on va pouvoir les glorifier, justement. Est-ce qu'il faut un LLM français ? Est-ce qu'il faut un LLM ? LLM, Large Language Model, c'est ce qu'on appelle aussi les IA génératives. Donc, oui, il faut un LLM européen, il faut des balances. On parlait d'open source rapidement tout à l'heure. L'open source est important, en fait, pour pouvoir... vérifier les sources, d'une part, hein, donc ça, c'est pas une mauvaise idée, mais vérifier, ça veut dire quoi ? On a vu que c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Bref. Mais avoir des balances au niveau du monde, avoir des différentes visions du monde, c'est pas mal non plus. Est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Oui, on a les moyens de le faire. Alors déjà, pour commencer, il faut arrêter de se flageller, surtout nous ici en France. Il faut se dire qu'on est les meilleurs du monde. On ne le dit pas assez, moi je le répète tout le temps, donc on est les meilleurs du monde. En mathématiques, on est les meilleurs du monde. C'est comme ça, et ça c'est prouvé. Hein. Il y a ce qu'on appelle les médailles Fields qui le montrent. On est les meilleurs du monde depuis 300 ans à peu près. Hein. Cette année ? Tout le temps. On est tout le temps dans les meilleurs. Et donc, on est les meilleurs. Il faut arrêter de se flageller. Et la preuve, une des preuves, par exemple, dans la Silicon Valley, alors oui, vous allez me dire, ils sont dans la Silicon Valley, mais dans la Silicon Valley, tous les chefs de l'IA sont français. Dans toutes les grosses boîtes que vous pouvez imaginer, Facebook, Google, machin, blablabla. Okay ? Et donc, on est les meilleurs. On n'est pas les meilleurs, par contre, en business.
D'accord ? Donc, on pourrait certainement se valoriser plus, mais c'est une des raisons pour lesquelles on se flagelle, d'ailleurs. Hein, c'est un cercle vicieux. Donc, il faut apprendre à dire qu'on est bon, et puis il faut apprendre à se vendre un peu mieux. Et après, on est OK. Est-ce qu'on a les moyens financiers? On a les moyens financiers, ils sont si on a vraiment envie. Okay. Je veux dire, si on a vraiment envie, on les a. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas dans les venture capitalistes, les gens qui donnent des sous aux startups, par exemple, on n'a pas de vrais venture capitalistes qui sont des capital risqueurs. Donc le risque, mais ça, c'est nous aussi, on n'aime pas le risque. On fait porter par la BPI. Oui, mais la BPI, c'est juste au début, donc c'est super la BPI. Oui, il faut qu'on sorte de ça. Mais il faut passer maintenant, au lieu de 1 million, il faut passer à 100 millions. Et ce risque, nous, en Europe, nous, en France en particulier, on déteste le risque. On déteste l'échec. C'est-à-dire que l'échec est une partie importante du risque, et l'échec doit être glorifié. Dans la Silicon Valley, j'habite dans la Silicon Valley, le risque est glorifié, et l'échec est glorifié. Si on s'est planté, ça veut dire que la prochaine fois, on ne fera pas la même erreur qu'on a fait quand on s'est planté. Et donc, ces cicatrices, elles sont importantes. Et nous, ici, l'échec, on le stigmatise. On dit, t'as échoué, t'es nul, dehors. Merci beaucoup. 29. On est bon. Merci à vous.